Bonsoir, bienvenue au Web Journal du 30 janvier. En manchette, Alexandre Cloutier organise une journée de concertation pour son comté. Le site de pêche blanche de l'Anse à Benjamin reste interdit aux pêcheurs. Le député de Lac-Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Alexandre Cloutier, organise une journée de concertation avec les principaux acteurs économiques de son comté ce jeudi à la boîte aux Bleuets à Alma. Issus de domaines variés, les intervenants prendront la journée pour trouver des solutions aux problèmes de la circonscription. Olivier Larue, le député, a réussi à convaincre plusieurs acteurs du milieu janois. Oui, effectivement, c'est environ 135 acteurs là, du Lac-Saint-Jean qui vont discuter pendant une journée entière sur 13 thèmes différents. On va parler d'éducation, de santé et aussi de ressources naturelles et de développement économique. C'est dans un véritable forum socio-économique et politique que discuteront jeudi à la boîte aux Bleuets d'Alma 135 acteurs importants du milieu janois. C'est ce qu'a annoncé ce matin le député de Lac-Saint-Jean et organisateur de l'événement Alexandre Cloutier à la Maison du vélo d'Alma. L'objectif est de cibler les forces et les faiblesses de la région pour y apporter les solutions nécessaires, mais aussi une façon pour le député péquiste de bien cibler les priorités de ses citoyens. Le suivi qui va être donné à ça, je suis député à l'Assemblée nationale et nous aurons un jour comme gouvernement des priorités. Et moi, je dois défendre, et dans l'opposition, et si un jour je suis au gouvernement, j'ai un rôle de défendre les intérêts de la communauté, mais encore faut-il les connaître. Plusieurs organismes comme les C3S et de grandes entreprises comme Produits forestiers résolus sont au nombre des participants. Mais le député tenait également à ce que les citoyens participent à la concertation. Un site web est maintenant en ligne pour que la population se fasse entendre. Prenez par exemple en santé, là on a réuni un directeur d'hôpital, un médecin, des infirmières, donc des gens directement impliqués. Mais un citoyen, lui, a accès au service. Alors lui, voit ça d'un œil complètement différent et justement peut venir bonifier en disant non, ça marche pas du tout. Les citoyens qui veulent participer à cette grande concertation peuvent déjà s'inscrire au site porteurdevos-aspirations.com et ils seront avisés dès que le questionnaire sera en ligne. Olivier Larue, Alma, pour ATM Nouvelles. La population de Saguenay-Lac-Saint-Jean a réagi à la suite de la proposition d'abaisser l'âge légal du vote à 16 ans faite par le Parti québécois lors de son Conseil national cette fin de semaine. Pierre-Olivier Bouchard, les réactions viennent de toutes parts. Oui, Joanie, et les principaux intéressés sur le sujet, les plusieurs jeunes ne croient pas du tout qu'ils ont les connaissances nécessaires pour exercer leur droit de vote. Ils soutiennent que ça ne les intéresse pas et de toute façon, ils n'y comprennent pas grand-chose. Le conseiller en communication pour le Parti québécois, les jeunes du Parti québécois, en fait, en région, Francis Terrien, il me rappelait qu'ils ont amendé la proposition de vote pour une autre raison. Ils l'ont fait pour que le cours d'histoire et d'éducation à la citoyenneté ait un volet politique un petit peu plus important. Avec ces nouveaux cours d'histoire, est-ce que les jeunes croient être en mesure de voter? La plupart croient que non. Ils croient qu'il est quand même trop tôt pour se forger une opinion sur le sujet. La directrice de la polyvalente Arvida, Danielle Racine, n'est pas d'accord et elle croit que un jeune de 16 ans peut pleinement assumer son droit de vote. Voici ce qu'elle a à dire sur le sujet. Il peut conduire à 16 ans. Il y a plein d'opinions qu'il peut être amené à donner, même d'argumenter, d'influencer le système. Donc, si c'est fait dans un cadre éducatif et responsable, bien moi, je me réjouis de cela. Du côté du Parti québécois, comment répond-on aux allégations des jeunes? Eh bien, le député Sylvain Gaudreault croit qu'étant donné que la population vieillit, ce serait bien de commencer le processus de vote plus tôt. Il croit aussi que les jeunes sont prêts. Je vous invite à écouter ce qu'il avait à dire de plus sur le sujet. Moi, je pense que c'est une évolution normale de la démocratie. Avant, le vote était à 21 ans, on l'a baissé à 18 ans. Maintenant, je pense qu'on est rendu à une autre étape. Justement, les membres du Parti québécois ont adopté plusieurs propositions lors du Conseil national qui se tenait cette fin de semaine. Du lot, les référendums d'initiative populaire et la loi anti-transfuge ont fait beaucoup jaser. À ce sujet, mon collègue Maxime Tremblay s'est entretenu avec le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault. Voici l'entrevue. Bonjour, M. Gaudreault. Bonjour. Pauline Marois avait déjà dit qu'il s'agissait du Conseil de tous les dangers. Comment s'en est-elle sortie? Du Conseil national? Oui. Oui, bien, je pense qu'on s'en est très, très bien sorti, tout le monde. On est plus unis que jamais. On a bien discuté entre nous. On a réfléchi sur des propositions innovatrices. Et je pense que Mme Marois sort
renforcer son leadership et renforcer de ce Conseil national-là. Et c'est même André Pratt là, qui le dit ce matin dans son éditorial dans la presse. Alors, vous savez, des fois, la politique a toutes sortes de rebondissements. Puis, je pense que là, c'est vraiment positif, là, la manière dont ça s'est conclu en fin de semaine. Parmi les propositions que vous avez parlé, il y a les référendums d'initiative populaire. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu qu'est-ce que c'est? Oui. Un référendum d'initiative populaire, premièrement, c'est une procédure qui existe dans plusieurs autres juridictions. Par exemple, en Colombie-Britannique, il y a certains États aussi aux États-Unis qui en ont. En Europe, en Suisse, là, ça existe depuis le 19e siècle. Donc, c'est pas quelque chose d'inusité, ça existe ailleurs. Et c'est pour permettre à des citoyens de réclamer des référendums sur des sujets donnés. Par exemple, on pourrait dire que les citoyens signent une pétition. Il faut respecter un nombre minimum de signatures là, pour que ça soit valide, disons 15 % de la population. Et là, s'il y a 15 % de la population qui signe un formulaire demandant un référendum, disons, pour obtenir une commission d'enquête publique sur la corruption dans la construction et tout ça, bien là, le gouvernement est obligé de tenir un référendum sur ce sujet-là. Mais ce qu'on a adopté en fin de semaine, en fait, c'est le principe du référendum d'initiative populaire. On n'a pas détaillé là, la mécanique. Ça resterait à faire éventuellement, mais on a dit oui au principe du référendum d'initiative populaire. Au début, Pauline Marois était contre un peu cette proposition-là. Qu'est-ce qui a été modifié dans cette proposition pour qu'elle puisse, pour dire qu'elle est pour cette proposition? Bien, en fait, je pense que c'est une évolution de la réflexion sur cette question-là. Il faut dire que précédemment, dans les années passées, le référendum d'initiative populaire avait été présenté vraiment plus sous l'angle de la question nationale, de la souveraineté. Et je pense que c'est important qu'on se donne une marge de manœuvre comme gouvernement parce que la question nationale, c'est quand même un sujet extrêmement important. C'est le sujet au sommet de l'avenir du Québec, forcément. C'est la question nationale. Tandis que là, la question du référendum d'initiative populaire a été amenée davantage pour d'autres dossiers, d'autres questions, que ce soit environnementales, sociales, économiques, politiques, et moins reliées à la question nationale comme telle, à l'avenir de la nation québécoise comme pays ou comme province. Alors, je pense que ça a permis là, davantage de faire accepter cette idée. Mais si les référendums d'initiative populaire sont acceptés, quel coût ça pourrait engendrer si quelqu'un voudrait faire un référendum par rapport, par exemple, comme vous l'avez dit, au domaine de la construction? Quel coût ça pourrait coûter pour le vote et aussi... Bien, c'est sûr qu'un référendum sur l'ensemble du territoire québécois, c'est les mêmes coûts, les mêmes procédures qu'une élection générale. Donc, il faut que tous les citoyens puissent voter, il y a des bureaux de vote, etc. Mais là, il faut bien comprendre une chose. Là. Si on met la barre à 15 % de signatures pour organiser un référendum, on ne ferait pas des référendums aux 6 mois, là, parce que 15 % c'est à peu près 850 000 personnes, là, 800 à 900 000 personnes qui devraient signer. Alors, c'est quand même assez complexe comme processus. Je trouve que ça met quand même des balises claires pour pas qu'on fasse des référendums, justement, sur n'importe quoi, n'importe quand. Alors, moi, sur la question du coût, pour moi, ça apparaît secondaire parce que, justement, on n'aurait pas de référendum aux 6 mois, 1. Et 2, si la population se mobilise vraiment là, à 15 % ou plus de la population se mobilise pour une question, ça voudrait dire que c'est une question sociale ou politique extrêmement importante et que ça mériterait un référendum. Alors, à ce moment-là, il faut quand même mettre en branle le processus. Puis pour moi, la démocratie doit s'exprimer, puis c'est pas une question de coût ou de dépenses. Parmi les propositions aussi parlées durant cette fin de semaine, la loi anti-transfuge, que si un député, peu importe dans quel parti qu'il démissionne, il ne peut pas aller dans un autre parti, à part possiblement s'il y a une élection partielle. Oui. Avec les départs de Benoît Charest, Daniel Raté et François Rebello vers la CAQ, s'il n'y avait pas eu ces départs-là, est-ce qu'il y aurait eu, durant cette fin de semaine, pour parler par rapport à cette proposition-là? Bien, c'est évident que l'actualité
nous a poussé à étudier cette question-là. Quand je dis l'actualité, ça veut dire les départs des collègues, là, justement, pour passer à un autre parti. Ça nous a incité à réfléchir sur cette question-là, parce qu'on a beaucoup de réactions. Moi, comme député, là, quand je sors et que je rencontre des citoyens, les gens m'en parlent, puis ils trouvent que ça n'a pas de bon sens de changer les termes du contrat en cours de route. C'est comme si on signe quelque chose, vous et moi, puis qu'en cours de route, on change le contrat, ça ne marche pas. Là. Merci, M. Gaudreault. Ça me fait plaisir. À l'international, l'ancien président haïtien Jean-Claude Duvalier sera jugé pour corruption. Les allégations contre lui portent surtout sur les détournements de fonds dont il serait l'instigateur. Les plaintes pour crimes contre l'humanité émises par ses anciens opposants ne sont cependant toujours pas retenues à ce jour. Selon l'agence France Presse, le juge d'instruction recommande son renvoi devant le tribunal correctionnel. Selon le gouvernement Harper, le vieillissement de la population serait une menace pour les programmes sociaux du pays. Ottawa veut donc réformer les pensions de sécurité de vieillesse pour freiner l'explosion appréhendée de leurs coûts. Le gouvernement s'attend à devoir verser 108 milliards en pensions de sécurité de vieillesse en 2030, soit le triple de ce qu'il a versé en 2010. Pour contrer ce problème, le gouvernement augmenterait le seuil d'admissibilité à ce programme de 65 à 67 ans. Au lendemain de l'évacuation préventive du site de pêche blanche de L'Anse-à-Benjamin, la ville de Saguenay tenait plusieurs réunions afin de déterminer si l'endroit était sécuritaire pour les plaisanciers. Antoine Labbé, au moment où l'on se parle, les pêcheurs sont dans l'impossibilité de retourner sur la baie. Oui, Joanie, les pêcheurs n'avaient toujours pas l'autorisation de retourner sur le site, même si la fissure avait diminué de moitié. Cependant, la ville de Saguenay se rencontrait ce matin et une décision était attendue cet après-midi. Des failles dans la glace de la baie des AA, il y en a tous les ans. En temps normal, cette faille de 12 cm de largeur n'aurait pas forcé l'évacuation du site de L'Anse-à-Benjamin. Toutefois, cette faille n'a rien d'ordinaire, comme l'explique le trésorier de l'organisme Armand Côté. C'est parce qu'on a fermé, parce qu'ils nous disaient, faites comme un genre de rond. Comprenez-vous? C'est pour ça que la ville sont venus ici et on a décidé de fermer. C'est bien correct comme ça. Côté argent, le trésorier assure que les revenus de l'organisme ne seront pratiquement pas affectés par cette fermeture temporaire, puisque les pêcheurs viennent surtout la fin de semaine. Lundi demain, il n'y a pas de problème mardi, là, c'est juste la fin de semaine. La semaine, c'est correct, là, on fait de l'argent, mais là, c'est arrivé hier, on a fait moins, mais c'est pas grave, ça, c'est pas important. L'important, c'est la protection, puis c'est tout ce qu'on veut. La ville de Saguenay, quant à elle, prend la situation très au sérieux. Elle dit vouloir s'assurer que le site soit des plus sécuritaires avant d'y envoyer quelconque citoyen. Bon, pour l'instant, on continue notre évaluation, donc on maintient le site fermé jusqu'à nouvel ordre. Donc, cet après-midi, il va y avoir encore des évaluations de la situation pour le site de L'Anse-à-Benjamin. Mais pour l'instant, l'accès n'est pas possible pour le site, en tout cas tout au moins pour le reste de la journée. Avec la situation qui est évaluée d'heure en heure, il est certain que les pêcheurs pourront retourner sur le site dès qu'ils le sauront afin de pratiquer leur sport favori. Antoine Labbé, ATM Nouvelles, Saguenay.